Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wavestoria. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique santé et bien-être et nous allons recevoir aujourd'hui Miguel Barreda. Miguel, bonjour. Bonjour. Bon, je vais commencer tout de suite. Ça te fait quoi d'être dans un canapé cette fois-ci de l'autre côté? On va dire que les rôles sont inversés. D'habitude, c'est moi qui écoute, même si j'ai un fauteuil aussi et qu'on est en face à face. Mais on va changer les rôles, on va inverser les rôles. Et alors, ça fait pas un peu bizarre? Non, je suis assez bavard comme garçon en général, donc je pense que c'est un exercice intéressant. Intéressant. Tu me disais un petit peu avant, je sais pas trop, c'est comme une petite appréhension de se retrouver de l'autre côté de la barrière. C'est quoi en fait? Pourquoi? Oui, c'est jamais simple de parler de soi, de parler de sa pratique et d'être le plus naturel et le plus authentique possible. Alors justement, on va parler de pratique. Tu es, alors je lis la bio, je l'ai sous les yeux, psychologue, clinicien et psychothérapeute à Nice, et donc c'est pour ça que nous sommes bien dans le Sud. Avant de venir sur ton parcours et qu'on parle de toi un petit peu plus en détail, moi j'ai déjà une question toute bête, je comprends rien. Les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, c'est quoi la différence dans tout ça, à part qu'il y a psy et que derrière c'est pas la même chose? Oui, alors c'est la question fondamentale et la question que tout le monde pose, mais tu fais bien de la poser. Les psychologues ont un parcours universitaire de 5 ans. Les psychiatres ont fait médecine, ils peuvent prescrire notamment un traitement médicamenteux, et les psychologues sont plus orientés sur ce qui est travail thérapeutique. On va travailler sur l'histoire, l'anamnèse, sur le moment présent et comment modifier les choses. Les psychiatres sont remboursés par la sécurité sociale. Les psychologues, il y a certains dispositifs qui se mettent en place. On va dire que le psychologue, c'est un travail sur un plus long cours et un travail sur une plus longue durée, je dirais. Et après, ça dépend, mais les deux sont parfois complémentaires. C'est-à-dire que certains patients qui peuvent souffrir de dépression ont besoin à la fois d'un traitement médicamenteux pour atténuer les symptômes et certains troubles, et ils ont aussi besoin d'un accompagnement thérapeutique pour pouvoir comprendre l'origine et pouvoir décharger sur leurs problématiques personnelles. Ok, donc psychiatre, en fait, ça va être plutôt un traitement d'urgence, et donc il va y avoir des médicaments au bout. Toi, tu n'as pas le droit de prescrire des médicaments. Oui, tout à fait. C'est bien ça. C'est bien ça. Avec quelques années d'études en moins, mais quand même déjà pas mal. Oui, surtout que le concours, il y a une sélection. Ce que les gens ignorent très souvent, c'est qu'on fait 4 ans. Il faut avoir un dossier assez béton et qu'il y a une sélection pour entrer en Master 2, ce qui permet d'obtenir le titre. Et il y a très peu de places et très peu d'élus pour ce titre à chaque année. On peut postuler, par exemple, dans chaque fac 2 à 3 fois. Et il y a beaucoup de monde, puisque beaucoup de gens ont fait un parcours de psychologie 3-4 ans. Et beaucoup se retrouvent sans le titre. Et après, c'est compliqué pour trouver d'autres voies de passage ou d'autres voies professionnelles, en tout cas. C'est vraiment le Graal, la 4e année, la sélection validée pour avoir tout ce qui concerne son expérience professionnelle, les différents stages, valider sa pratique professionnelle, le titre après la soutenance en Master 2. Tous les psychologues à qui je fais référence comprendront de quoi on parle. C'est souvent méconnu. Les gens pensent qu'on fait 5 ans non-stop. En vérité, on fait 4 ans avec une sélection très difficile. Maintenant, ça a changé depuis quelques années. Faut pas oublier que moi, je suis psychologue depuis 15 ans. Maintenant, on fait la sélection à la 4e année pour pas que les gens passent 2-3 ans à faire un super mémoire, à faire des stages, etc. Parce qu'en fait, tout ça pèse dans la balance. Il faut à la fois avoir un bon dossier concernant les notes de ta spécialité. Moi, c'était psychopathologie clinique et santé mentale. Il faut avoir un bon niveau aussi au niveau de ton mémoire. Et il faut avoir aussi des stages, bien sûr, pour valider la pratique et l'expertise auprès des institutions. Et plus tu as de stages dans des sphères différentes, plus ça pèse dans la balance. C'est un bon équilibre à avoir, mais l'entrée en Master 2 est assez difficile. Ok, psychiatre. Et on va y revenir juste après parce que j'ai une question. Oui. Psychiatre, psychologue.
Et alors, mais toi, tu dis tu es psychologue et psychothérapeute. Oui. C'est quoi la différence cette fois-ci? Donc, on rentre un peu plus dans le détail entre un psychologue et un psychothérapeute. Alors, ça va de pair pour moi. Psychologue, clinicien et psychothérapeute, c'est complémentaire. Psychologue, clinicien, on travaille dans les institutions, on évalue, on diagnostique, on peut faire des expertises, on regarde tout ce qui est les troubles, les symptômes, etc. Le versant thérapeutique, c'est ce qui va permettre d'accompagner le patient et de lui apporter du soin, quel qu'il soit. C'est ce que je disais tout à l'heure, enfin ce que je dis souvent à certains patients. On peut engager un suivi thérapeutique même si on n'a pas de problématique particulière profonde, c'est-à-dire que quand on n'a pas de difficulté à un instant T, on peut revenir sur des choses qu'on a traversées, des choses qui sont difficiles, des petites phobies, des traumas, des dépressions, mais pouvoir en parler et l'élaborer une fois que ça va bien en fait. Parce que il peut arriver qu'on rencontre des patients qui souffrent de certains symptômes, de certaines dépressions, mais au moment où ils nous rencontrent, où ils rencontrent aussi le psychiatre parce qu'il y a besoin d'un traitement en parallèle, ils sont au climax de leur souffrance. Donc du coup, on les reçoit, ils sont en pleurs, ils sont dans des mouvements où c'est un petit peu difficile d'avoir des perspectives et des projections. Et quand on va mieux, on peut revenir sur justement tous ces mécanismes et faire en sorte de comprendre leurs origines, de comprendre quels sont les effets sur le moment présent et comment les consolider pour avoir un certain équilibre de ces points forts aussi pour à l'avenir les prévenir. Bon, ça, on va y revenir un petit peu plus en détail. J'aime bien l'idée de travailler en amont, oui. Alors, notamment dans le domaine de la santé. Et on est sur une rubrique santé bien-être. J'ai oublié, et on le verra sur les vidéos, de dire qu'en fait, ce podcast, tu n'es pas tout seul. C'est ça. Voilà, puisqu'il y a Luca. C'est mon acolyte, voilà. C'est ton acolyte. Pour ceux qui regardez la vidéo, vous verrez qui est Luca. Pour l'instant, vous ne l'entendez pas. Il est très sage, mais il est tout le temps avec toi, c'est ça. Voilà, Luca, c'est un pincher de 5 ans que j'emmène partout, avec qui on fait de la médiation animale et qui permet de créer le lien, notamment avec les patients enfants, et même tous ceux qui aiment les animaux, les adolescents, les adultes. Il est très apprécié et très souvent, les enfants commencent par saluer Luca avant de me saluer. Et voilà, mais je trouve que c'est intéressant. Ça parle du lien, ça parle de l'attachement aux animaux et à certaines valeurs que les enfants ont dans le côté naturel et le côté très empathique. Et voilà. C'est un vrai assistant. Exactement. Et en plus, il assiste vraiment parce que quand il y a des difficultés ou que certains patients sont en souffrance, il va voir le patient, il peut s'approcher en mode je ressens la souffrance ou la douleur et parfois il est force de réconfort. Bon, c'est pareil, on va y revenir à tout ça. Allez, on va reprendre depuis le début, en tout cas depuis le commencement. La genèse. La genèse de tout ça, qui est Miguel Barreda. Ouais. C'est quoi ton parcours ? Alors, c'est un vaste parcours. Allez, on a le temps. Alors, on a le temps. Donc, moi, j'ai commencé d'abord par faire des études littéraires. Tu es né où, pardon ? Alors, Miguel ? moi, je suis né en Picardie. Je suis d'origine espagnole italienne. Et je suis né... Voilà, Miguel Barreda. Je suis d'origine espagnole italienne, mais je suis né en Picardie. C'est pas grave. Non, puisque après j'ai vite quitté le froid pour le sud, très souvent même pour mes études. Alors j'ai d'abord fait un bac littéraire, parce que, comme tu le sais, Miguel, c'est d'origine espagnole, et je voulais me destiner à être professeur d'espagnol. Dès les cours préparatoires en CP, j'allais déjà à des classes spécialisées d'espagnol. Donc au collège, j'étais bilingue et au lycée, c'était ma langue principale. J'ai, après le bac, fait des études d'espagnol jusqu'en 4e année. Je me destinais à être professeur et à 21 ans, je me suis dit que j'étais un peu jeune pour enseigner. J'allais avoir un public quasiment aussi jeune que moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt sur un versant culturel et personnel et familial que je souhaitais faire ces études qui m'ont beaucoup apporté. Parce que j'ai eu cette hésitation en terminale de faire et des études d'espagnol et de psychologie, mais j'étais pas un scientifique du tout dans l'âme. Et j'avais une amie, pour la petite anecdote, qui était très bonne en maths, qui a fait une première année de psycho pendant que je faisais mon année d'espagnol, qui a complètement raté. Je me suis dit, t'as bien fait les statistiques, la neuropsycho, etc., la neurobio, c'est pas pour toi. Et donc, j'ai quand même fait ces 4 ans d'espagnol et après, j'ai travaillé dans différents métiers, beaucoup dans la communication. Et je me suis dit, mais en fait, quel est ton rêve ?
Et j'en avais marre de ce que je faisais. J'avais fini mon dernier job, c'était téléconseiller chez Orange. Bonjour, bienvenue chez Orange, que puis-je pour vous? 300 appels conflictuels comme ça par jour, je me suis dit ça va être un petit peu compliqué à vivre. Et je me suis questionné sur l'idée de reprendre mes études. Et Montpellier m'acceptait avec une validation d'acquis. Je recommençais pas au point de départ, c'est-à-dire à la première année. J'avais une semaine pour faire mon dossier. J'ai fait mon dossier et je me suis retrouvé en deuxième année de psycho. Directement en deuxième année? Ouais, parce que j'avais un bac plus 4 de lettres, langues, littérature, civilisation étrangère, spécialité espagnole, option italien. Et vu que je suis un garçon un peu exigeant, je me suis dit, si t'as pas ta deuxième année du premier coup, au moins t'auras tenté ton rêve et t'auras été au bout des choses. J'ai eu ma deuxième année, j'ai eu ma troisième année, pour laquelle j'ai choisi la spécialité clinique, c'est tout ce qui est santé mentale et psychopathologie. En général, les gens font la quatrième année, comme je t'expliquais tout à l'heure, pour que le parcours soit accessible et que tu sois sélectionné en Master 2. Le Master 1 en 1, 2 ou 3 ans. Une année pour les cours, pour les cours, la spécialité. Une année pour le mémoire et une année pour les stages. Moi, j'ai fait tout ça en 1 an, avec en plus le soir un diplôme de sciences criminelles. En fait, quand on a été salarié et qu'on redevient étudiant et qu'on a 26 ans et à la fin on a 30 ans, on a envie de faire les choses bien, mais il y a des choses qui nous rattrapent comme l'aspect financier. Donc j'ai fait ma quatrième année et j'ai eu la chance de postuler pour le Master 2 et à Nice, en Master 2 interculturel et à Montpellier. Et j'ai été admis aux deux. Et j'étais très content et du coup, j'ai choisi Montpellier parce que c'est là où j'avais fait tout mon cursus et où j'avais mes repères. Et donc ensuite, Montpellier. C'était bien Montpellier, ça t'a plu? Oui, j'ai choisi justement, on parlait de Picardie. La place de la Comédie, mais sinon... C'est ça, on parlait de la Picardie, mais j'ai choisi Montpellier. Quand tu es étudiant et qu'après les cours magistraux, tu vas à la plage, c'est quand même c'est pas mal. Un grand confort, un grand luxe. Et puis oui, la ville est belle et j'y ai passé de très belles années, même si j'en ai pas fait beaucoup, finalement 4 ans. Mais c'était très intéressant. Et donc Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai passé le concours à la protection judiciaire de la jeunesse. Pareil, que j'ai eu du premier coup, un peu par hasard. Bien classé, donc j'ai choisi La Rochelle. Donc je me suis retrouvé dans une UEMO, c'est une unité éducative de milieu ouvert, où des informations préoccupantes ou des signalements pour des enfants qui vivent des maltraitances ou des carences ou des négligences sont transmises au parquet. Le juge pour enfants diligente des ordonnances et des MJIE, ce sont des mesures judiciaires d'investigation éducative qui ne sont pas susceptibles d'appel, où on évalue la famille. En fait, on fait pendant 6 mois une photographie de la famille, c'est-à-dire qu'on rencontre les parents, les enfants, on apporte un éclairage psychologique auprès du juge pour qu'il puisse prendre une décision. On travaille en collaboration avec éducateurs, toujours en binôme. Enfin, en tout cas, dans le service dans lequel j'étais, c'est en binôme avec un éducateur ou une assistante sociale pour donner une aide, une force de proposition pour la décision que le juge doit prendre, c'est-à-dire soit non-lieu. On se rend compte que finalement les choses se sont résolues ou qu'il n'y a pas de danger imminent. C'est l'article 45 de la protection de l'enfance, ordonnance 45, pardon. Ensuite, il peut y avoir une préconisation d'action éducative en milieu ouvert, un accompagnement éducatif, ou si vraiment l'enfant est en danger, on l'extrait de son milieu naturel avec un placement. Soit dans un foyer, soit un placement à domicile, mais en tout cas quelque chose où il y a un suivi et une régularité d'intervention de professionnels de la protection de l'enfance. Donc j'ai fait ça pendant 6-7 ans et ensuite je suis parti à Metz. Alors pourquoi Metz ? Ça fait pas rêver après Montpellier. Montpellier, La Rochelle, Metz. D'habitude, ça se fait pas dans cet ordre-là. C'est l'erreur de parcours, mais qui finalement, dans l'erreur de parcours, te permet d'ouvrir le chemin sur d'autres choses. C'était vraiment pour dynamiser ma pratique parce que quand tu es titulaire de ton poste à la protection judiciaire de la jeunesse, principalement, c'est pour travailler en milieu ouvert. Il y a très peu d'autres postes en foyer ou sinon, c'est des postes qui s'apparentent à des établissements pénitentiaires. Ouais, qu'est-ce que tu appelles un milieu ouvert ? Alors, milieu ouvert, c'est-à-dire que les enfants sont ni placés, ni dans des structures d'accueil. Ils sont dans leur famille. Voilà, milieu naturel, c'est ça, exactement. Les autres possibilités, c'est, en tant que psychologue, des centres éducatifs fermés, les centres éducatifs renforcés, ceux-là où on est confronté au quotidien et à des choses difficiles. Parce que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le volet, il y avait aussi le volet primo-délinquant. À partir de 16 ans, les jeunes ados peuvent être préhensibles à une peine.
Et j'ai rencontré beaucoup de violences, notamment des situations de vol, de viol, de braquage, d'agression sexuelle, même de meurtre. Je témoignais à la cour d'assises pour meurtre. Donc je me suis dit, je vais redynamiser ma pratique, je vais sortir un petit peu de mes fonctions, et le foyer à Metz, c'était un poste qui avait l'air intéressant, qui était pluriel, où il y avait plusieurs sphères. Il y avait une sphère où on accueillait les jeunes, une sphère pour l'insertion professionnelle et une sphère accueil de jour. Donc c'était assez complémentaire. Mais finalement, c'était beaucoup de travail et beaucoup de choses difficiles à gérer. Parce qu'on est souvent seul comme psychologue dans un service avec beaucoup de problématiques et beaucoup de difficultés et beaucoup de sollicitations. Et beaucoup de réunions institutionnelles. Prennent beaucoup de temps. J'en avais 4 par semaine, parce que j'étais sur 3 services, donc une pour chaque service, plus une générale. Donc ça faisait 2 jours de réunion par semaine. Et on travaille pas pendant ce temps-là. Voilà, on travaille, mais on fait tout pour parler de ce qu'on ne peut pas faire. Et au final, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Ou de parler de qu'est-ce qu'on va parler dans la prochaine réunion. C'est ça. Ouais, il y a des choses parfois aberrantes. Ouais. Moi, j'ai été choqué de certaines situations. Donc Metz, tu fais ça quelques années. Ah oui, et je me rends compte que c'est plus possible pour moi la vie institutionnelle, et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire ? J'étais même prêt à arrêter d'être psychologue parce que j'y trouvais plus du sens. T'as déjà plus de 10 ans de pratique, là. Presque 15, ouais. Presque 15. Presque 15, ouais, c'est ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on travaille en institution avec ce public-là, c'est un public qui est contraint. C'est sous main de justice, et c'est un public pour qui les mesures ne sont pas susceptibles d'appel, donc ils sont obligés de nous voir. Donc déjà, en temps normal, aller voir un psychologue, c'est pas forcément une démarche aisée ni simple, au niveau des représentations ou au niveau des croyances personnelles, mais en plus, quand c'est contraint et que vous rajoutez le joug de la justice derrière, c'est assez compliqué. J'avais connu que ça finalement dans ma pratique, que des gens contraints de venir. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, il va falloir que tu trouves une solution, et je me suis dit, je vais quitter soi-disant la sécurité de l'institution, qui n'en est pas vraiment une. Quand on voit les risques psychosociaux, quand on voit certaines maltraitances et comment on voit certains professionnels en souffrance au fil des années, et les modalités qui ne sont pas forcément opérantes pour qu'ils aillent mieux. Et je me suis dit, tiens, allez, c'est peut-être le moment, 15 ans d'expérience, de pratique, d'expertise, de te mettre et de t'installer en libéral. Avec beaucoup d'appréhension. Pas évident, de toute façon. Non, il faut construire sa patientèle, il faut se faire connaître. Maintenant, tout fonctionne par les réseaux sociaux, par le visuel, un peu par les recommandations. C'est pas simple. Et puis, après, on devient auto-entrepreneur dans la mesure où, il faut gérer sa comptabilité, sa budgétisation, ses charges, l'URSSAF, toutes les factures, et bien faire son travail, c'est-à-dire que ça ait du sens aussi, et pour que les patients puissent venir dans de bonnes conditions. Et c'est tout un travail de préparation, d'élaboration. Et j'ai presque mis 1 an avant de me lancer, en préparant tout ça, en faisant toutes les étapes, et administratives, et au niveau du statut, et au niveau de la pratique. Qu'est-ce que je vais proposer ? À quel type de public ? C'est un vrai challenge. Et justement, avant de continuer là sur la suite, tu savais, là c'était déjà clair sur le type de choses que tu voulais traiter, en fait, sur les pratiques que tu voulais avoir ? Oui, parce qu'en fait, à la PJJ, vu qu'on était dans la protection de l'enfance, mais on rencontrait à la fois les parents et des fois même les générations au-dessus, les grands-parents. Donc en fait, c'est un mouvement familial, donc on est vraiment dans la psychologie et dans le mouvement systémique. C'est la famille. Donc en fait, j'avais vu beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents dans les actes et dans les passages à l'acte de primo-délinquance, et les adultes. Donc je me suis dit, en fait, je peux travailler aussi bien avec les enfants que les adolescents et les adultes. Je pensais que j'aurais une appétence particulière, et finalement, je trouve un certain équilibre à travailler avec ces 3 types de publics. Beaucoup disent, tiens, c'est bien de travailler avec les enfants, d'autres préfèrent travailler avec les adultes. Et finalement, au moins, du coup, dans mon quotidien, j'ai une pratique assez riche, assez variée, et il y a des choses qui se jouent différemment à différents âges,
avec aussi un volet guidance parentale, puisque quand on travaille avec les parents, il faut aussi intervenir auprès des parents. Il n'y a pas que des difficultés avec les enfants. C'est souvent la thérapie parent-enfant qui permet aussi de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne, entre guillemets, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut améliorer, quelles compétences parentales il faut valoriser. Il y a souvent des vraies problématiques au niveau des règles éducatives, du cadre. Voilà. C'est à la fois un mouvement parent-enfant et enfant-parent à travailler. Et beaucoup aussi de familles monoparentales, donc, ou des familles qui sont séparées, donc où les enfants ont 2 univers pris dans des conflits de loyauté un petit peu particuliers. Et c'est vraiment beaucoup de travail à prendre en compte dans la dimension thérapeutique. Bon, alors ça, j'ai une ou deux questions là-dessus, mais on est à Metz, ça fait 1 an que tu réfléchis. Eh ben oui, je n'ai pas perdu le fil. Je vais vite. Je n'ai pas perdu le fil. Bon, ça fait 1 an que tu réfléchis, t'es à Metz, et donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien... tu as presque tout monté, t'as fait ton dossier, t'es prêt à donner de l'argent à l'URSSAF. J'ai demandé ma rupture conventionnelle. Parce que je voulais être considéré par rapport à ce que j'avais traversé et à tout l'investissement que j'avais donné pendant 10 ans. Je trouvais que c'était un peu trop facile de partir. Et puis, voilà, Monsieur Bardos, c'est bien et hop, ciao bambino. Donc, du coup, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'on n'a pas voulu me laisser partir au niveau institutionnel. C'est une sacrée artillerie lourde, l'administratif. Il y a eu beaucoup d'erreurs et de choses qui n'ont pas été traitées. Et oui, j'ai mis tout en place. J'ai suivi une formation qui s'appelle Ose ton libre. C'est une formation cadrante et structurante qui permet d'avoir des modules et d'avoir quelqu'un qui est lancé dans le libéral, qui permet d'avoir un point de repère et de faire le point. Moi, j'avais besoin de quelque chose de très cadré et d'avoir des directions et des choses à réaliser au fil du mois. Déjà, d'avoir des échéances, de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, parce que tout le volet administratif, créer son entreprise, le site internet que j'ai beaucoup investi, avec beaucoup de chroniques que j'ai rédigées, la communication, la budgétisation, l'anticipation de beaucoup de choses. Il faut être assez alerte. C'est pas impossible, mais je veux dire, il faut être entouré et... T'avais dit que t'avais fait de la com un petit peu avant, donc... Ouais, mais de la com quand c'est pour vendre des produits ou que c'est pour mettre en valeur certaines entreprises. Mais quand c'est toi et ton expérience, ton expertise... Et en plus, quand tu es psychologue, c'est un petit peu compliqué d'être à la bonne place, à la bonne distance, en tout cas au niveau communication. Parce qu'on est censé recevoir les patients sans parler de soi, sans être forcément diffusé sur des supports, etc. C'est pas un exercice simple. Ça se démocratise au fil des années. Alors ça se démocratise beaucoup. Je fais une petite digression, mais moi je t'avoue que... Enfin, c'est pas que je trouve ça... choquant, et je comprends aujourd'hui que les praticiens, quels qu'ils soient, aient besoin de communiquer, ils aient des réseaux sociaux, alors suivant, ils communiquent sur plein de réseaux différents, bien évidemment, et ça, c'est important d'avoir de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, quand on cherche un psychanalyste ou un médecin, en fait, on va le chercher sur Google, donc il faut que l'algorithme te remonte bien évidemment le plus haut possible dans Google. Mais le revers de la médaille là-dessus, c'est que aujourd'hui, tu vas chercher un psychothérapeute, tu vas le voir sur Google, et tu vas regarder un avis sur un médecin, sur un chirurgien. Et là, je trouve qu'on a atteint une limite en disant, mais qui sont ces gens, par exemple, qui vont juger un chirurgien sur leur opération de la prostate ? Enfin, le type était endormi, donc à première vue, il ne sait pas si ça s'est bien passé. J'espère pour lui. À part l'accueil et savoir si le repas à l'hôpital était plutôt bon. Mais voilà, et derrière, des gens qui font des avis, et c'est pareil, en fait, comment juger de ta pratique. Donc voilà, tout le côté un petit peu pernicieux de ces réseaux où tu dois être. En fait, t'as pas le choix, mais c'est compliqué, quoi. Ben justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup investi, moi, le site internet. Je voulais quelque chose de chaleureux, qui soit mon image, où j'ai mis une photo pour me présenter. J'ai expliqué quel était mon parcours, quels étaient mes différents outils, quelles étaient mes expériences professionnelles, qui je reçois, enfants, adolescents, adultes. Je trouvais intéressant aussi j'ai créé sur mon site une petite bulle à destination des enfants, pour qu'on leur explique aussi ce que c'est qu'un travail psychothérapeutique et qu'il soit aussi acteur. Je trouve que le consentement de l'enfant
participer à parler de ses difficultés et de valoriser aussi ses points forts, c'est extrêmement important. J'ai fait la même chose aussi pour un adolescent, parce que les adolescents, c'est une période charnière un petit peu compliquée où on est plutôt dans le passage à l'acte, on est dans les expériences, dans les transgressions, et j'ai aussi adressé une bulle en disant, voilà, être adolescent, c'est pas simple. Aller voir un psychologue pour parler, facile à dire, mais comment on fait? Donc, j'ai essayé de rendre les choses accessibles, assez interactives aussi. Par exemple, sur mon site, il y a une barre de recherche. Si tu cherches un mot-clé, je dis n'importe quoi, dépression, phobie ou quoi que ce soit, tout ce que j'ai écrit en rapport avec ce sujet sort directement. Et surtout, j'essaie d'alimenter avec des chroniques. Donc, j'ai 3 thématiques principales: les dépressions, les phobies et les traumatismes, que je décline aussi bien pour les enfants, les adolescents, les adultes, parce que la dépression de l'enfant, c'est pas les mêmes symptômes qu'à la dépression de l'adolescent, c'est pas les mêmes façon de réagir, de ressentir, de percevoir les choses. Et j'essaie vraiment de distinguer et de sensibiliser aux différents publics. Par exemple, j'ai écrit un article aussi sur des sujets qui sont un peu tabous, comme la mort. Comment parler de la mort à un enfant? C'est extrêmement périlleux comme exercice. Mais j'essaie d'écrire des chroniques qui permettent d'avoir un petit peu un apport théorique, des petits conseils, mais de façon très accessible. C'est pas complet, c'est pas exhaustif, mais au moins, ça permet d'avoir des petites pistes, et aussi, parfois, pour les addictions, etc., ou pour le harcèlement scolaire, je donne aussi des numéros d'utilité de santé publique. J'essaie juste des petites choses comme ça qui peuvent, je me dis, ça peut être utile pour certaines personnes. Des fois, on ne sait pas à qui s'adresser, on n'a pas le numéro. J'essaie de rendre ça pratique, ludique, et pas trop long, parce qu'aussi la difficulté, c'est que de nos jours, des chroniques ou on est noyé par beaucoup d'informations, et j'essaie de le rendre accessible. Je refais une digression et on va terminer quand même la question. Hein. On va arriver jusqu'au bout. Hein. On est toujours sur la question numéro 2 ou numéro 3. N'oublie pas que tu parles à un psychologue. Hein. Non. Et pourquoi il faut parler de la mort à un enfant? Parce que c'est un sujet important. Et les enfants sont confrontés comme les adultes à la mort. Ils perdent, notamment à la période du Covid, ils perdent un membre. Ça commence très souvent par l'animal, le petit animal. Comment on dit qu'il est mort, où il vient, parce que les enfants sont comme nous, hein, même peut-être en plus grande difficulté, parce qu'au niveau de la gestion des émotions, la gestion de la frustration, la gestion des émotions, des ressentis, des affects, ils sont pas encore outillés. Et si on leur exprime pas les choses, si on leur dit pas les choses, ça peut terminer avec des non-dits, et des non-dits, ça laisse des croyances, ça laisse des répétitions, et après on est dans des répétitions transgénérationnelles. Et c'est pour ça que parfois, dans des familles, certaines personnes sont surprises que de génération en génération, les choses se répètent, aussi bien au niveau des traumas que des drames, etc. Parce que ça n'a pas été dit. D'accord. Bon, on n'a toujours pas quitté Metz. Ah si, moi ça fait un moment. Hein. Tu vois que j'ai lu de vite Metz. Hein. On n'a pas encore quitté Metz. Tu as terminé toute ta partie, donc la rupture conventionnelle. Oui. Et bon, on est où là? Ça a pris un an. On est sur quelle route? Alors, ça a pris un an à peu près, 2022-2023. Et j'attendais la réponse à peu près pour le mois de juin 2023. Et je savais que je voulais ouvrir pour le mois de septembre 2024. Donc, j'ai tout finalisé courant de l'été. J'ai fait toutes mes démarches administratives. J'ai migré à Nice quelques jours pour trouver et un appartement et un cabinet, ce qui n'est pas chose facile à Nice, en quelques jours. Et je me suis installé en septembre. Donc, j'ai eu la période estivale, en fait, de l'année dernière. Tout jeune psy niçois. Voilà, c'est ça. Pourquoi Nice? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, d'origine picarde. Voilà, mais donc faut rien pas à voir oublier avec les origines. Nice. Mais non, mais la Picardie. Espagnol, Italie. Toujours rien à voir avec Nice. Non, l'Italie. Ah, on se rapproche. Voilà, on se rapproche. Et quand on a fait ses études à Montpellier, qu'on a goûté à la mer, au soleil, au cadre de vie, à La Rochelle, bis repetita, je me suis dit, quitte à tout quitter, c'est-à-dire l'institution, la ville, autant que tu ailles dans un endroit qui t'intéresse. Donc, effectivement, je suis bilingue italien, donc je voulais être proche de l'Italie. Il y a l'aéroport, il y a la vie culturelle, il y a le soleil, il y a le port. Et je me suis dit, voilà, un cadre de vie agréable pour, être en accord avec mes valeurs et mes envies professionnelles et personnelles. C'est quoi ta première impression quand t'es arrivé à Nice? Ta première impression, tu veux vraiment que je te le dise? Allez. Alors, la première impression, j'ai trouvé la ville jolie, mais pas chaleureuse du tout. Et je me suis dit, en fait, je m'installerai pas. Je suis venu une semaine
C'était en février 2023, quelques mois avant de venir. Je me suis dit, je vais faire un petit passage d'une petite semaine. Et l'ambiance, alors peut-être que c'était l'hiver, etc. En février, normalement, c'est carnaval, ça bouge à mort. Non, alors c'était juste avant le carnaval. Je suis parti avant le carnaval, fin janvier, début février. Et j'ai trouvé la ville pas très chaleureuse au niveau humain. Enfin, je m'étais préparé à, c'est le sud, ça va être convivial. Tout le monde est en maillot de bain, on se retrouve sur la plage et on boit du rosé toute la journée. Peut-être pas, mais j'ai pas eu une très bonne impression. Même si la ville me plaisait. Et par contre, je me baladais près de la mer. Et à chaque fois que je me baladais près du port, je me dis, c'est vraiment quand même chouette. J'avais un ressenti de l'environnement agréable, mais pas trop de la communauté, en fait. Des gens, voilà. Mais en même temps, c'était une première impression en quelques jours et rapide, et avec le stress que ça engendre de se dire, je vais tout quitter pour une nouvelle ville, etc. Il y a je sais plus quel magazine qui a sorti un classement il y a quelque temps sur les 20 plus grosses villes de France, ouais. où il est facile, enfin, le niveau de difficulté pour se faire des amis. Et alors je sais plus qui est la première, hein, mais Nice arrive en 15e position. Donc est assez loin dans le classement pour se faire des amis. Se faire des amis, oui. Bon, et aujourd'hui, ça va mieux ou pas ? Oui, en fait, c'est comme pour tout, il faut le temps de s'installer, de trouver un environnement où on se sent bien. Moi, j'ai trouvé un logement dans lequel je me sens bien. J'ai trouvé un cabinet que j'ai décoré extrêmement chaleureux et confortable. Ensuite, il faut sortir aussi. À un moment donné, c'est facile de dire je rencontre pas des gens et il faut voilà. C'est souvent ça aussi. Il faut aller à des événements et culturels et cinématographiques et du théâtre et des associations, etc. Et tu rencontres. Et finalement, en comparaison à d'autres villes dans lesquelles je suis resté quelques années, je me suis fait des amis, je me suis lié avec des personnes assez rapidement, au bout de quelques mois, et des relations qui durent, des relations de qualité. J'étais en train de me faire la rétrospective quand tu m'en parlais. Finalement, là, j'ai un petit cercle, mais ça me suffit. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de 1000 personnes, mais de personnes fiables, de confiance. Mais oui, c'est vrai qu'en à peine 6 mois, 1 an, j'ai pu le créer, oui. C'est souvent, enfin, on entend souvent. Alors moi, j'ai habité dans des grandes villes, dans des plus petites, pas très loin de Metz d'ailleurs. Laquelle ? Sarrebourg. Ah oui. Oui. Voilà. Bon, alors, le podcast va pas être très long là-dessus. C'est mes amis qui sont sur Sarrebourg qui vont être contents s'ils entendent ça. Mais j'entends souvent, alors notamment, bon là, c'est le cas sur le sud, et je suis pas d'accord en fait. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais j'entends des gens qui c'est très compliqué de se faire des amis, et souvent des gens qui disent ça en fait sont des gens qui sortent pas. C'est vrai. Mais en fait, oui, si tu restes chez toi à regarder Netflix, il y a assez peu de chances que tu te fasses des amis. Et si tu sors et que tu restes dans ton coin et que tu marches tout droit, je suis d'accord. Voilà. Pour aller plus loin, en fait, on se connaît tous les deux. Oui. On est amis. Oui. Je pense, je l'espère. Oui. On s'est retrouvés un jour dans un café. C'est vrai. Et on a discuté avec ma compagne. Et voilà. Et en fait, parce qu'on est allés les uns vers les autres et on s'est parlé. Donc, se faire des amis, il faut aussi en avoir envie. C'est vrai. Je pense. Tu as tout à fait raison. C'est vrai. Il faut être dans une dynamique. Et voir des gens sortir, et surtout il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'événements aussi à Nice. Il y a le carnaval, il y a des événements estivaux, il y a des événements sportifs, des événements culturels, tout ce qui est accès à tous les musées, etc. Donc effectivement je te rejoins sur ça. Il suffit d'être aussi un petit peu curieux, un peu ouvert, sortir de sa zone de confort et puis de se dire voilà, j'y vais. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est vrai. On va revenir sur les psychologues, psychiatres, thérapeutes. Oui. Vous êtes nombreux à Nice ? La grande question. Alors, au niveau psychologue, oui. Moi, il y a un moment, je me suis inscrit sur Doctolib pour avoir une visibilité aussi. Puis tout le monde maintenant a ce réflexe-là, Doctolib. On était 375 sur Doctolib, ce qui ne veut pas dire 375 psy, juste à Nice. Donc, je pense qu'on est à peu près 500, on est quand même... Il y a plus d'un psy pour 500 habitants. Voilà, on est assez nombreux. Donc effectivement, il y a parfois de la difficulté pour certains à se faire une patientèle parce qu'il y a vraiment beaucoup de psychologues. Est-ce qu'ils ont tous
passer ce Master 2? Est-ce qu'ils ont fait cette 4e année aussi difficile? En fait, ma question, elle est très simple, puisqu'on entend beaucoup parler de psy aujourd'hui. C'est comme dans le coaching et autres. Est-ce qu'il y a des charlatans, en fait? Ah ben, comme partout, hein, il y a des bons et des mauvais, il y a des usurpateurs, il y a des gens qui sont pas légitimes. Et à partir du moment où le titre est référencé, on a un numéro Adélie qui est devenu maintenant un numéro RPPS. C'est un numéro qui nous enregistre à l'agence régionale de santé, qui stipule qu'on a bien notre diplôme, enfin nos diplômes, jusqu'au bac+5. Et le titre de psychothérapeute a été protégé en 2011, au même titre que le titre de psychologue clinicien, qui avant ne l'était pas. Donc beaucoup de personnes pouvaient faire quelques stages et s'improviser thérapeute. Donc si la personne est psychothérapeute, c'est qu'elle n'est pas psychologue clinicienne, donc c'est qu'elle n'a pas le même parcours. Alors elle a peut-être fait des modules, etc. Mais un psychologue doit être psychologue avec un bac+5. Donc c'est pour ça que des fois je pense en fait il y a des gens qui se disent thérapeute et pas psychothérapeute. Oui, ou oui c'est ça, parce qu'ils n'ont pas le titre. Ouais. C'est un vrai problème en fait les gens parce que c'était ma question du début. En fait, c'est très compliqué de faire la différence. Oui. Moi, je vois une plaque dorée à l'entrée d'un immeuble. Je me dis, bon, c'est un peu sérieux, quoi. Oui, ça peut être un vrai problème parce que il peut y avoir des façons de travailler ou des postures qui manquent parfois de professionnalisme ou même de distanciation. Souvent, je puis rencontrer des psychologues qui se questionnent quant à l'opportunité pour eux-mêmes de faire un travail thérapeutique, et ça pose question. Quand vous accompagnez des patients de quelque nature que ce soit et pour différentes problématiques, si vous n'avez pas au préalable fait un parcours thérapeutique, c'est-à-dire questionner vos propres limites, vos propres résistances, ça peut être assez dangereux. Ça veut dire que au niveau du contre-transfert, le contre-transfert, c'est ce qu'on peut ressentir, éprouver ou projeter sur le patient. Si on n'est pas à la bonne distance, c'est à nous d'être garant de cette distance-là pour le bien-être du patient. À titre d'exemple, moi, s'il y a des problématiques qui sont un peu compliquées ou je ne me sens pas, et beaucoup de mes confrères font la même chose, on réoriente vers d'autres psychologues. Il y a des psychologues qui sont spécialisés dans la périnatalité ou d'autres sur des problématiques, je dis n'importe quoi, sur les troubles, l'hyperactivité ou qui font des diagnostics, etc. Eh bien, c'est intéressant et c'est important aussi d'être en association avec d'autres psychologues. Beaucoup vivent les choses un peu comme de la concurrence. Moi, je le vis plutôt comme, on va pouvoir être complémentaires. Et si le patient a besoin d'une appétence particulière, c'est la question toute simple, je vais voir un homme ou je vais voir une femme? Moi, curieusement, j'ai 90% de ma patientèle masculine. Enfants, des petits garçons, adolescents, des jeunes hommes, et adultes, des hommes. Et en fait, on comprend pourquoi. Parce que dans leur histoire, dans leur parcours, dans leur transfert, ils ont besoin de ce repère. Et voilà, donc si jamais j'ai besoin, moi, d'orienter, j'oriente aussi, mais c'est important d'avoir fait un travail sur soi et d'être à la bonne distance et d'écouter ses limites. Alors attends, si je comprends bien, en fait, un bon psychologue, un bon psychothérapeute, il va passer par une phase de formation qui va lui permettre d'être capable d'absorber tout en mettant des barrières, parce que sinon ça peut être dangereux pour lui aussi. Alors ça, c'est pas dans le parcours universitaire. Mais c'est en questionnement, ça devrait être très très fortement recommandé de faire un travail sur soi. Je ne sais pas comment on peut permettre à certains patients de faire un travail sur eux, sur la dépression par exemple, si on n'a pas nous-mêmes fait un travail sur nous et sur nos résistances, sur nos limites, sur nos fragilités. Parce qu'il ne faut pas oublier que le psychologue, c'est un être humain comme vous, il a des sentiments comme vous. On parle souvent de neutralité, on ne peut pas être neutre quand on est psychologue en fait. On est forcément touché. Oui, on est forcément touché, on a forcément des choses. On va par exemple, un petit garçon qui va parler d'un deuil, il a perdu son papa. Si toi-même t'as perdu ton papa et que c'est quelque chose, c'est un sujet sensible que t'as pas traité, ça peut être extrêmement compliqué d'accompagner l'enfant. Tandis que toi, si tu as pu faire ce travail de deuil, si tu as été accompagné ou en tout cas tu es au clair avec ça, il faut vraiment être au clair avec les problématiques que tu traites, quoi. Enfin, d'un autre côté, un psy doit pas forcément avoir été violé dans son enfance pour pouvoir discuter avec un... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est important quand même sur des choses fondamentales, en tout cas sur les points de vulnérabilité, sur les points de fragilité ou sur les traumas que tout un chacun peut avoir, d'avoir au moins fait un travail d'élaboration et un travail d'analyse et de bonne distance. Je parle de psychologue. Alors,
Si tout le monde pouvait en faire un, ça serait intéressant parce que du coup, les gens pourraient peut-être avancer différemment. Mais quand on est psychologue, on est confronté à toutes ces problématiques-là. Et c'est important d'être au clair et d'être à la bonne distance. Alors, c'était une question que je voulais poser un tout petit peu plus loin, mais justement, on en parle, donc je la pose maintenant. Oui. Est-ce que, régulièrement, de temps en temps, pas du tout, est-ce qu'un psy, il voit un psy ? Bien sûr. Enfin, alors moi, je dis oui. C'est important. Certaines personnes diront « Ah bon, pourquoi faire ?» Là, je me questionne. Et ça dépend des moments. Après, il y a aussi d'autres espaces que le psy pour le psy. Il y a aussi des supervisions. Moi, par exemple, j'ai intégré un groupe où on fait de la supervision. On parle de situations, même si on reste dans le secret professionnel, on anonymise les choses. On parle plutôt de notre pratique et de ce qu'on a ressenti au niveau du contre-transfert. Mais c'est important d'être aussi entouré de certains collègues avec des obédiences et des pratiques et des expertises différentes qui permettent d'avoir un point de recul, soit des fois ça réassure, des fois ça questionne, mais d'avoir ces pistes de réflexion. C'est important d'avoir plusieurs outils, d'avoir fait un travail sur soi, d'avoir peut-être aussi trouvé des ressources dans différentes choses. Tout ce qui est thérapeutique, c'est pas forcément non plus dédié à la thérapie. On peut faire du théâtre, on peut faire d'autres chemins qui subliment un peu, mais où l'expression est importante. Mais c'est important d'avoir différents espaces, de les connaître et surtout sentir quand parfois dans la bouteille il manque un peu d'oxygène, quoi. Est-ce que c'est comme pour les cordonniers qui sont toujours les plus mal chaussés ? Est-ce que beaucoup de psychothérapeutes, psychologues se disent enfin voilà, moi j'ai été formé comme ça, certes j'ai de l'empathie, mais je suis capable d'encaisser. Parler à un collègue, mais hors de question que je me mette dans un canapé. Tu en vois beaucoup, ça ? C'est une très très bonne question. Alors je vais pas me mettre tous les psychologues à dos et parler au nom de tous les psychologues, mais c'est vrai que parfois, parce qu'on est au cœur du métier, parce que c'est notre pratique, on oublie un peu le côté personnel. Les gens se perçoivent que du côté professionnel et c'est aussi important de faire un pas de côté. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui peut nous toucher, etc. Moi, une fois, j'ai entendu une thérapeute, une psychologue qui était psychothérapeute, qui disait qu'elle avait pleuré quand elle avait entendu une patiente parler du décès de son père. Alors, après, on a le droit d'avoir des émotions et il n'y a pas de difficulté avec ça, même si c'est peut-être un peu particulier pour le patient parce qu'il est censé être contenu. Mais admettons, on a de l'empathie, de la bienveillance, on se dit ok, elle a pleuré, etc. Mais après, si toi, toi en l'occurrence, cette psychologue et cette psychothérapeute n'engage pas un suivi pour dire voilà, ça a réveillé des choses, etc. Ça peut être ça peut être un indicateur. Voilà, j'ai été surpris, elle m'a parlé, ça m'a touché, j'ai eu des larmes, etc. Ok, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le travaille et comment on l'élabore ? Si ça reste à ce stade-là, ça peut devenir dangereux. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question de la bonne distance, de la bonne limite. Après, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'avoir des ressentis, mais toujours dans un mouvement où on contient et on sécurise le patient avant tout. Avant de revenir sur Nice, où tu es installé. On n'est plus sur Metz, là, on a terminé le chapitre Metz. Ça y est, on a quitté, on a acheté les tickets d'autoroute, on a laissé tomber tous ces vieux souvenirs, qui sont certainement des bons souvenirs. Ah non, Metz, c'était pas forcément, non. Alors, donc on zappe Metz. Avant de revenir sur Nice, j'ai deux questions, moi, qui me tarabustent un petit peu, et qui sont, à mon sens, des vraies questions d'actualité. La première, c'est en fait autour de ta pratique, notamment avec les jeunes, avec les enfants et les adolescents. On entend beaucoup, c'est ma première question, que la jeunesse est devenue de plus en plus violente. Alors par la force des choses, toi tu vois forcément les choses qui se passent pas bien, c'est évident, donc tu le vois sous un prisme un petit peu particulier. Est-ce que, ça fait maintenant quelques années, presque 20 ans que tu pratiques et que tu travailles avec des jeunes, tu trouves que effectivement les jeunes aujourd'hui ils deviennent plus violents. Et alors, je rentre pas du tout dans des phénomènes des idées de politique, de polémique ou autre. Oui. C'est vraiment sur le côté un constat. Les jeunes sont violents parce qu'on entend des histoires sordides en fait. Oui, alors, on entend des histoires sordides et je réponds à ta question, mais il faut pas oublier que moi aussi, j'ai été empreint du sceau de la protection judiciaire de la jeunesse, ministère de la Justice, avec des primo-délinquants. Donc, j'étais confronté à la violence, comme je te disais tout à l'heure, vol, viol, braquage, passage à l'acte et même meurtre. Je te disais, j'ai témoigné à la cour d'assises. Donc,
j'ai été bercé dans cette expérimentation et cette expertise-là. C'est aussi pour ça que je voulais, moi, m'inscrire en libéral. Je voulais plus être dans l'inscription de la violence, en tout cas à l'état brut, passage à l'acte. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les choses ont évolué. Je suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui soient plus violents. On est plus dans l'immédiateté et on est plus dans le passage à l'acte parce qu'il y a moins de communication, il y a moins d'expression des affects. Moi, je reprends toujours avec les enfants, les adolescents, les émotions. Les émotions ne savent pas identifier leurs émotions, ne savent pas exprimer leurs émotions, ne savent pas les verbaliser. Et du coup, comment ça se passe quand on ne sait pas gérer toutes ces boules d'émotions, de violence, gestion de la frustration? Passage à l'acte. Donc, passage à l'acte dit violence. Et maintenant, on est passé dans une société où, pas qu'en parlant des enfants, des ados et de la violence, où c'est nos limites. Tout est nos limites. T'as ton forfait internet, c'est nos limites. Tu rencontres des personnes, c'est nos limites. Maintenant, il y a plus de repères. Je pense que c'est des manques de repères, des manques de structure, des manques de sécurité et de sécurité émotionnelle qui font que on est dépassé. Je pense à la vie parisienne et les gens qui courent toute la journée. Maintenant, on n'a plus le temps de se poser. Il suffit de regarder aussi l'explosion des écrans. Ça, c'est un vrai fléau. C'était ma deuxième question. Elle arrive. Elle arrive parce que les écrans, les écrans, ça anéantit toute communication. Les parents et les enfants mangent, ils regardent chacun leur TikTok, leur vidéo. Du coup, il y a plus de communication. Les enfants sont plus confrontés au réel, c'est-à-dire la réalité, c'est le virtuel. Ils confondent le virtuel et la réalité, et du coup, c'est assez compliqué. Moi, je pense qu'il manque de repères, il manque de sécurité, il manque d'espace d'expression et il manque de modèles identificatoires. C'est-à-dire, depuis une quinzaine d'années, quand on voit aussi tout ce qui s'est passé d'un point de vue sociétal, au niveau sécurité, attentats, tout ce qui dégénère, tout le monde a pris un sacré coup et ça a bien dégringolé et on est dans une situation où on est dans beaucoup d'insécurité en tout cas. Alors ça, on va en reparler un petit peu, mais alors justement, c'était ma deuxième question parce que je sais que tu as aussi cette spécialité sur l'addiction aux écrans. Alors, on entend beaucoup, c'est la faute des écrans, c'est la faute d'Internet. Alors, moi, j'entends parfaitement que le fait que quand on est à table en famille, bien évidemment, on essaye de se parler et on n'essaye pas chacun d'être sur son téléphone, sur TikTok. C'est sûr qu'en termes de communication, ça va pas marcher. Maintenant, alors moi je suis plutôt un geek et je trouve que c'est capable d'apporter des outils absolument extraordinaires. Et j'avoue que je suis toujours un petit peu réservé où en fait on met tout sur les écrans, notamment la violence, et beaucoup d'études disent que c'est pas parce que on joue à des jeux violents qu'on va descendre dans la rue et mettre des coups de couteau de partout. Et dans le cadre de la communication, est-ce que un enfant qui est seul chez lui, alors à table, qui discute avec papa et maman, mais qui le soir est sur ses écrans et par écran interposé discute avec ses potes, quand tout est bien évidemment bien réglementé, on sait avec qui il parle avec ses copains et qui joue sur l'écran. Quelle est la différence de quand nous on s'appelait à notre époque au téléphone et qu'on restait 2 heures au téléphone avec les parents qui râlaient derrière parce qu'en fait on squattait le téléphone et qu'il n'y avait pas de téléphone portable? La différence, c'est juste l'écran, mais c'est pas ça qui coupe la communication. Non. Voilà. Tu vois, c'est Luca qui coupe la communication. Non, je te rejoins tout à fait. Il n'y a pas que des mésusages avec les écrans, etc. La difficulté, c'est comment c'est utilisé. Comment on accompagne? À partir de quel âge on peut autoriser un enfant à regarder? Il faut pas que ça vienne suppléer des manquements aussi, c'est-à-dire si on est en plein été, que les copains sont à l'extérieur, etc., et qu'on peut jouer dehors et qu'on reste derrière son écran parce que finalement on n'a pas fini son niveau, etc. Ça dépend, mais ça demande aussi une éducation. Effectivement, maintenant de nos jours, on revient beaucoup à ça. Hein. Voilà, les réseaux sociaux, il y a aussi, je suis d'accord avec toi, il y a des choses complètement novatrices et qui sont passionnantes et qui permettent de rentrer en connexion, qui permettent d'avoir un savoir infini. C'est comment c'est utilisé, c'est comment c'est expliqué, c'est comment c'est éduqué. C'est là où la violence peut surgir, c'est quand il n'y a pas de mots et que, par exemple, les enfants sont confrontés à des jeux vidéo 18 ans, pour ne pas en citer, où tu peux tuer, violer, etc. Et tu demandes quel âge a votre enfant? Il a 8 ans. Ah,
Donc, c'est aussi, Oui, il y a voilà, peut-être, c'est aussi comment on éduque. Il y a des logos qui disent, ben voilà, ça s'interdit au moins de 10 ans, moins de 12 ans, etc. C'est la question de à quel moment on joue. C'est la question de la temporalité, combien de temps on joue. Mais effectivement, il y a aussi ces mouvements où on peut se retrouver entre copains, on peut jouer à des jeux, on peut faire des choses. Mais c'est vraiment comment on éduque à ça et comment ça devient pas aussi une façon de finalement, j'ai envie d'avoir la paix. Je laisse mon enfant tout le week-end sur... alors, j'incrimine aucun parent, mais je laisse l'enfant jouer comme il veut. Du coup, ça crée des phénomènes d'addiction et du coup, c'est un peu compliqué. La difficulté, c'est que il faut un équilibre, en fait. On peut regarder les écrans, mais on peut aller au foot 1 heure entre les deux. On peut faire d'autres activités, des arts plastiques, etc. C'est comment on l'intègre dans un quotidien et dans un équilibre. La difficulté des personnes qui sont un peu addictes aux écrans, c'est qu'en fait, ils ont que ce prisme-là. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est quand on a que ce côté virtuel et au final on se dit bah ouais mais bon au niveau des interactions ça peut développer des phobies scolaires, ça peut développer du harcèlement, du cyberharcèlement. C'est là où ils ont besoin d'être entendus et d'être accompagnés. C'est là où les parents jouent leur rôle. C'est ça, exactement, jouent leur rôle. Et d'un autre côté, aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Enfin, moi, quand je vois des parents qui disent, moi, de toute façon, mon enfant, jusqu'à 16, 17 ans, il n'aura pas de réseau et des choses comme ça, sauf qu'il se retrouve dans une cour de récréation où il va avoir 99,9% des gens qui vont lui parler des réseaux autour. C'est violent aussi. Et ça va finalement l'isoler. Ça le marginalise et il peut devenir victime de comportements parce qu'il fait pas partie du groupe d'appartenance, etc. Oui, c'est ce que je te disais. C'est juste. Mais c'est une question d'équilibre et d'être à la bonne place. Et il faut, c'est comme pour tout, il faut apprendre aux gens à s'en servir. L'excès en tout est un défaut. Et oui, c'est les questions d'équilibre. On va revenir sur Nice. Pas Metz, on revient pas sur Metz. Non, mais c'est toi qui fais une fixation. Tu veux qu'on en parle? Allonge-toi dans le canapé, Miguel. Mets-toi sur le coussin, on va en parler et on va se faire aider par Lucas. On va revenir sur Nice. Donc aujourd'hui, tu as ton cabinet, c'est ça? Oui, c'est ça. Au 5 rue Rossini, donc quartier des musiciens. Un quartier très agréable. Le message est passé, bien joué. Mais non, mais pour situer... Et il y a le site internet, de toute façon, on mettra tout dans l'épisode, tous les liens, il y aura tout ce qu'il faut. Ce que tu ne sais pas, c'est que très souvent, aussi les patients choisissent un professionnel pour la proximité parce qu'ils ont de moins en moins de temps. Et des fois, moi, je pose toujours la question, pourquoi vous m'avez choisi? Pourquoi c'est moi que vous rencontrez? Vous étiez pas très loin. Pas que ça, mais ça joue aussi. Bon, si vous êtes dans le quartier des musiciens, faut aller chez Miguel. Voilà, c'est chez lui que... Bienvenue. Alors justement, sur Nice, je lisais sur ton site que tu as finalement, tu t'es retrouvé dans une relation particulière avec la ville, puisqu'il y a pas longtemps, tu es intervenu sur le procès de l'attentat de la prom. Tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. En fait, j'ai un profil sur LinkedIn et j'ai un parcours en victimologie et en criminologie. Et j'ai été contacté par l'association qui gère le procès en appel. Et à ma grande surprise, je me suis dit que ça pouvait être extrêmement intéressant et riche humainement. Et ils cherchaient des professionnels et je me suis présenté suite à leur demande. Je me souviens de leurs questions. Ils m'ont dit mais comment vous allez vous présenter face aux victimes des attentats? Question extrêmement périlleuse, extrêmement compliquée. Et je leur ai dit vraiment avec toute mon humanité et toute mon humilité. Je pense qu'il y a des situations extrêmes qui demandent une bienveillance, une humanité et voilà mon parcours. Et je pense que ce qui a été intéressant aussi, c'est que j'étais à distance, c'est-à-dire que au moment des faits, je ne vivais pas dans la ville. J'ai pu apporter peut-être cette distanciation et ce recul nécessaire. Oui, parce que les Niçois sont tous touchés par en fait les attentats ou connaissent quelqu'un qui Exactement. Donc toi, tu avais quand même ce recul. Je pense que cette prise de distanciation et ce recul, même si forcément j'en avais entendu parler, je savais l'impact et que je compatissais à la souffrance des victimes, mais je pense que de ne pas avoir été impliqué et en tout cas d'être sur les lieux au moment venu, ça a été quand même quelque chose qui m'a permis d'être à la bonne distance et d'apporter un accompagnement bienveillant, humain, et je dis encore une fois avec la plus grande humilité qu'il faille. Et c'était extrêmement riche. Et ça consistait en quoi, en fait, concrètement? Alors, y avait la retransmission du procès en appel, puisque le procès historique avait lieu à Paris. Et pour les personnes qui avaient besoin d'un espace
parce que c'est un procès qui dure 2 mois et demi avec tout ce qui s'entend, les parties civiles, les coupables, etc. Enfin, au moins les coupables puisqu'ils ont été condamnés. Et ben ils avaient l'espace et le besoin de nous rencontrer, et à tout moment, à des moments où c'était compliqué, parce qu'il y avait tous les experts aussi qui expliquaient tout ce qu'il fallait expliquer au niveau du déroulement de la prise en charge. Donc toi, tu intervenais pas à la cour, en fait, tu soutenais en fait les victimes, les victimes, et les parties civiles, les victimes, oui, tout à fait. S'ils voulaient, en fait. Exactement. On avait des bureaux qui étaient alloués à ça, et en fait, les portes étaient ouvertes entre les moments où il y avait des pauses, etc. On intervenait aussi dans le SAS. On était présents. On était signifié d'un gilet bleu qui disait que on était présents pour leur venir en aide, et du coup, ça crée du lien parce qu'ils nous voient tous les jours. Ça crée une cellule, un cocon, ça crée quelque chose de rassurant, et il y a des patients, enfin des victimes qui sont venus régulièrement et pour qui ça a été une aide vraiment importante. On est dans le syndrome post-traumatique là. Bien sûr. Donc pour ceux qui connaissent pas le syndrome post-traumatique, tu peux... syndrome post-traumatique, là en plus c'est quand même un événement hors norme. C'est quand on est confronté à la mort, enfin. Oui, c'est quand on est confronté au réel de la mort, c'est quand on a des reviviscences, on peut faire des cauchemars, on s'écarte de certaines situations, par exemple la foule, ça peut réactiver des scènes traumatiques, au niveau émotionnel, on est dans la sidération, il y a beaucoup de facteurs. Il y a des choses qui peuvent réactiver aussi le problème de l'état post-traumatique. Ça vient aussi réveiller certaines fragilités. Moi, j'ai entendu certaines victimes qui avaient vécu avant l'attentat des choses aussi extrêmement violentes. Donc du coup, ils faisaient cet aller-retour avec des choses extrêmement douloureuses, extrêmement conflictuelles. Et ouais, mais en plus, pour avoir assisté au procès en appel et au regard du phénomène extraordinaire dans le sens hors du commun, l'attentat de Nice, c'est quelque chose encore à part au niveau de l'ESPT. Pour moi, c'est encore un step au-dessus, quoi. Enfin, c'est quelque chose... Tu t'étais renseigné sur les attentats avant ? Est-ce que tu avais un peu travaillé dessus ? Au moins pour que quand il te parle du timing, de ce que voilà. Alors oui et non, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'arriver un petit peu avec une fraîcheur entre guillemets je sais pas tout. Comme ça permet aussi de renvoyer à la bonne distance que les victimes renvoient. Mais pour l'entretien auprès de l'association, je voulais savoir quand même les grandes lignes, mais sans être contaminé. Le problème, c'est quand on va chercher trop d'informations, on peut être un peu parasité. Ouais, tu te structures quelque chose. Exactement. Et en fait... Après, tu as tes propres projections, tu as tes propres fantasmes, tu as tes propres croyances. Et c'est un exercice que j'ai toujours fait dans ma pratique, c'est d'en savoir un peu, d'avoir des éléments de base. Mais je trouve que c'est intéressant de le co-construire avec la victime qui va venir t'en parler, parce que son histoire, elle est unique, son histoire, elle est singulière, et ce qu'elle a vécu, même si tout le monde a vécu l'événement le même jour avec les mêmes criminels, etc., chaque histoire a été unique et traumatique avec la particularité, la singularité de chacun. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. L'unicité, la singularité et le côté, chacun a sa propre histoire. Est-ce que le fait d'aider des victimes de l'attentat de Nice, ça t'a rapproché de Nice ? Peut-être, oui, je pense. Mais victime et de l'attentat et de Nice, mais même dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de victimologie, criminologie. C'est une appétence que j'ai. Si je devais définir une spécialité, ça serait celle-ci. C'est criminologie et victimologie. Déjà, on peut pas faire l'impasse. Les criminels n'existent pas sans les victimes et les victimes n'existent pas sans les criminels. Il faut vraiment comprendre ce mouvement qui se conjugue malheureusement par défaut. Mais ça m'a rapproché, je pense. Ouais. Je vois un peu certains endroits, certains lieux différemment, forcément. Ça t'est arrivé suite à justement contact que tu avais avec les victimes, d'aller sur la prom et de voir en fait ce qui te disait?
Oui. Enfin, moi, j'habite pas très loin du port, donc j'y vais tous les jours sur la prom. Donc, quand c'est des moments clés, des dates anniversaires, etc. Et même, je regarde la baie des Anges, qui est très belle. Au demeurant, j'ai toujours cette ombre quand même au tableau qui fait que, de toute façon, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'obscurité. Pour qu'il y ait de l'obscurité, il faut qu'il y ait de la lumière. Et j'ai toujours cette part d'ombre qui me rappelle de ce qui s'est passé, oui. On arrive à la fin. Tu me disais avant qu'on commence le podcast, en fait, c'était pas plus intéressant, mais c'était important finalement de traiter des gens qui vont bien. Oui, aussi. C'est un peu comme la médecine chinoise, en fait, où on fait payer, Exactement. c'est ça, les gens. Quand ils vont bien. Quand ils vont bien. Oui. Et en revanche, quand ils sont malades, c'est que le médecin a mal fait son travail. C'est important de traiter des gens qui vont bien. Oui. Mais on va pas chez un psy si on va bien. Eh ben si, on peut aller chez un psy si on va bien parce qu'on a toujours on traverse dans la vie des séparations, des deuils, des souffrances, des difficultés professionnelles. On est tous des humains, donc on est tous confrontés à des relations, soit dans la sphère privée, professionnelle, familiale, amicale. Et quand on a traversé des choses dont on a pu puiser les ressources, c'est aussi important de renforcer les ressources, de savoir ce qui est capable. Avec les enfants, par exemple, je travaille sur la régulation émotionnelle, le monstre des émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en colère? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on en a marre? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est frustré? Et j'essaie de leur permettre d'identifier leurs émotions et de trouver une boîte, un outil. J'aime faire des bulles, j'aime écrire, j'aime jouer du saxophone, j'aime jouer au ballon, etc. D'avoir une boîte, quelque chose de, pour prévenir, entre guillemets, quand il y a des moments qui sont un peu plus périlleux, prévenir un peu les coups durs, d'avoir les ressources, je vais pas dire les armes, mais plutôt les outils qui permettent de, là, je sais que je traverse une période un peu difficile, qu'est-ce que je peux mettre en place? Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. C'est aussi important de parler de la partie saine, parce qu'on parle souvent beaucoup des symptômes, le patient vit ça, ouais, mais le patient a beaucoup de ressources, le patient a une partie saine, et c'est important de la mettre en lumière et de la mettre en exergue pour justement lui donner les clés pour peut-être par la suite ne plus jamais venir nous rencontrer, et c'est tant mieux, mais c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quelles sont nos capacités, nos ressources. Malheureusement, si un jour il y a une difficulté qui peut survenir pour éviter l'effondrement total. On entraîne sa psyché, en fait. C'est le sport de... Un peu, ouais, c'est ça. C'est connaître... On la maintient en forme. C'est connaître ses ressources, c'est connaître ses capacités et de se dire, Par exemple, un patient qui est passé par une dépression, qu'est-ce qui m'a aidé? Mais c'est dans l'après-coup qu'on peut savoir. C'est pas au moment de la dépression, quand on pleure, quand on mange pas ou quand on mange trop ou qu'on dort pas assez, qu'on peut faire le bilan. C'est important aussi des fois d'avoir une distanciation et surtout d'avoir une bienveillance avec soi et de se dire, on fait du mieux qu'on peut. Souvent, c'est ce que je dis aux patients qui sont dans mon cabinet, qui me posent des questions et qui disent, ça va pas assez vite, etc. La première étape, c'est l'acceptation. Faut commencer par accepter et déjà, quand on commence par là, on commence par le commencement. Bon, si vous allez bien, en fait, allez voir Miguel. C'est le moment où jamais. C'est le bon timing. Voilà, tout se passe bien. Vous êtes sur la prom, il fait beau et vous êtes pas très loin du quartier des musiciens. Et il faut y aller. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. On est sur Wavestoria. On parle du Sud. Tu regrettes pas Metz? Ah non, pas du tout. Je pensais que c'était un sujet clos. Mais non, je regrette absolument pas. J'y suis retourné voir des amis. J'étais content de repartir aussi après. J'étais content de les voir, mais je me suis dit, franchement, le cheminement que tu as parcouru, et c'est après coup, justement, comme on disait tout à l'heure, que je me suis rendu compte des ressources que j'avais à ce moment-là où je traversais une période professionnelle un peu délicate, où je me suis dit, t'as développé ces ressources, tu t'es installé à Nice, et c'est en refaisant le voyage un peu en flashback qu'on peut se dire, ça je l'ai fait, et c'est important aussi de le signifier, de le voir après coup. Miguel Barreda, merci. Merci à toi. Et puis merci aussi à Luca d'avoir assisté, d'avoir été super sage, c'est top. Et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors bien évidemment, vous connaissez la technique. Si ça vous a plu, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous mettez des commentaires sur vos lecteurs préférés. Ça fait remonter les algos, on nous écoutera encore plus et puis ça nous fera très plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Wavestoria. À bientôt. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout? Bravo! N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.